Bienvenue sur Soigne-toi, le podcast qui vous donne des outils pour mieux vivre avec vos problèmes de santé. Bonjour, je m'appelle Aurore, je suis psychologue et dans Soigne-toi, je vous aide à mieux comprendre ce que vous vivez et vous propose des pistes pour mieux vous soutenir. Pour chaque épisode, vous pouvez retrouver une version écrite complémentaire aux propos développés dans ce podcast sur le site Glyfactory. Bonne écoute! Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce 21e épisode de Soigne-toi, qui va parler d'un thème qui revient beaucoup dans tous les messages que vous m'envoyez et qui du coup m'a paru essentiel à traiter dans ce podcast, c'est celui de l'entourage. Alors je précise que cet épisode va s'articuler avec le prochain épisode, l'épisode 22, qui va également parler de l'entourage et qui sera donc la suite de celui-ci. Dans ce premier épisode, donc, sur le thème de l'entourage que vous êtes en train d'écouter, on va parler de l'incompréhension, on va parler du rejet, on va parler des jugements, on va parler des conseils, vous savez, ces conseils divers et variés qui sont donnés par votre entourage familial, amical ou autre quand vous parlez de ce que vous vivez avec la maladie. Et l'objectif de cet épisode, c'est pour vous de mieux vivre ces situations en décryptant finalement ce qu'il se joue à ce moment-là. Et pourquoi les personnes de votre entourage réagissent quelquefois ainsi. Parce que heureusement, ce n'est pas toujours le cas. Donc plus globalement, on va également évoquer dans cet épisode pourquoi il est difficile pour quelqu'un en pleine santé, aussi bienveillant soit-il, de se mettre à votre place, de comprendre ce que vous vivez et donc de vous soutenir comme vous aimeriez. Donc cet épisode 21 sera vraiment centré sur l'autre, sur comment il fonctionne, pourquoi il réagit comme ça, pourquoi quelquefois il ne répond pas à vos attentes en termes de soutien, et dans le prochain épisode, on va à ce moment-là plus se centrer sur vous, sur pourquoi vous, en tant que personne vivant avec une maladie chronique, vous avez besoin d'être compris et soutenu, et de comment mieux vivre la situation si malheureusement ce n'est pas le cas. Je vous donnerai, comme d'habitude, quelques pistes de choses à mettre en place que vous pourrez utiliser si cela résonne pour vous. Alors rentrons dans le vif du sujet. En général, quand vous faites face à quelqu'un qui est dans l'incompréhension, qui est dans le jugement, qui est dans le conseil pas toujours très bienveillant, en tout cas c'est comme ça que vous le percevez, vous aurez tendance à ressentir beaucoup de colère, beaucoup quelquefois même de culpabilité, même s'il n'y a pas lieu d'être. Et dans ce cadre-là, vous allez vous dire, il faut que j'explique autrement, ou il faut que je réexplique à cette personne parce qu'elle n'a pas bien compris. Et en faisant ça, il est fort possible que vous allez vous épuiser plus qu'autre chose parce qu'en fait, je vais vous expliquer dans cet épisode pourquoi l'autre ne vous comprend pas, pourquoi il vous juge, pourquoi il nie vos difficultés, si c'est le cas pour vous, et pourquoi, pour ceux qui auront un entourage soutenant, aidant, aimant, malgré leur meilleure volonté, toute leur bonne volonté, ceux-ci ne peuvent pas comprendre, en tout cas ne peuvent comprendre qu'une partie infime de ce que vous vivez et de vos besoins. Alors premièrement, on va parler de pourquoi l'autre ne peut pas vous comprendre. Puis ensuite, on va aborder le cas où l'autre ne veut pas faire l'effort de comprendre. Parce que souvent, c'est ce qu'on se dit. Quand on a un jugement, quand on a un rejet, on se dit il veut pas faire l'effort de comprendre, il est égoïste, etc., etc. Donc je vais vous expliquer ce qui se passe et je vais vous expliquer pourquoi ces personnes-là réagissent de cette façon. En tout cas, une des pistes d'explication qui va vous permettre peut-être de prendre un petit peu plus de recul si ça vous arrive de nouveau. Donc, pourquoi l'autre ne peut pas vous comprendre? Pour simplifier mon propos, j'ai listé ça en 4 points qui correspondent selon moi à 4 freins qu'on va rencontrer à la compréhension quand on explique à son conjoint, par exemple, quand on explique à ses amis, quand on explique à son entourage, globalement, ce qu'on vit avec la maladie, quand on explique la teneur de la maladie chronique dont on souffre et les répercussions que ça a, les difficultés qu'on vit au quotidien. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres choses qui impactent ça, et chacun agit, réagit de façon différente et pour des raisons différentes, mais là l'objectif c'était vraiment de simplifier au maximum mon propos pour que vous puissiez bien comprendre ce qui se joue et surtout pour que vous puissiez finalement le détecter, en avoir conscience quand vous serez de nouveau dans cette situation. Donc le premier point, le premier frein que j'ai identifié, c'est tout simplement qu'une sensation, ce n'est pas transmissible. Parce que le principe d'une sensation, c'est justement qu'elle vient de vos sens, que c'est vous qui la ressentez, et qu'à ce titre-là, vous êtes la seule personne à pouvoir la ressentir. Se dire que quelqu'un
par l'explication que vous allez avoir de ce que vous vivez, va être capable de comprendre ce que vous ressentez, c'est très utopiste. Le deuxième point, le deuxième frein selon moi, c'est qu'on peut transmettre par les mots un savoir, une connaissance, mais qu'on ne peut pas transmettre un ressenti. Donc ce ressenti, vous êtes déjà le seul, la seule à ressentir, vous devez en plus pour le communiquer être en capacité de le mettre en mots, de le traduire en mots. Dans la maladie, on expérimente des douleurs, on expérimente des symptômes, on expérimente un corps qui souffre, des sensations désagréables, des sensations qui prennent tout l'espace mental. Et ces sensations-là, on n'est pas éduqué pour les verbaliser. On n'a pas l'habitude de les nommer. Ce que je veux dire par là, c'est que le langage est relativement pauvre pour pouvoir exprimer nos sensations. Je prends par exemple la douleur. Si je vous demande comment est votre douleur, vous aurez du mal à la qualifier en dehors de peut-être quelques petits adjectifs que vous avez l'habitude d'utiliser, comme peut-être elle est forte, elle est irradiante, elle est pulsatile. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait une échelle de douleur, parce qu'il est très très compliqué de concevoir quel type de douleur la personne souffrait et de quantifier à quel niveau était cette douleur, parce que les termes qu'on a à notre disposition ne permettent pas de pouvoir réellement envisager la nature de la douleur de la personne. Et si on prend un autre exemple qui est la fatigue, on va souvent se retrouver dans les mêmes mots pour parler de fatigue alors qu'on parlera de choses tellement différentes en fonction de chaque personne, en fonction de chaque pathologie, parce qu'en fait, ce qu'on nomme fatigue, ça peut être très très différent d'une personne à l'autre, ça peut être vraiment une sensation de lourdeur intense, comme si le corps était vraiment un poids énorme à porter, une enclume, et que du coup chaque pas nous pesait, ou ça peut être chez certains une fatigue qui est une fatigue, moi que j'appelle sous tension, c'est-à-dire où on sent nerveux, on sent tremblant, on se sent fatigué, mais on sent toute cette énergie électrique là qui passe en nous, on n'arrive pas à s'arrêter, et pour autant, on dit qu'on est fatigué, mais c'est une fatigue différente. Ou alors, vous pouvez ressentir une fatigue au niveau cérébral, c'est-à-dire vous sentez étourdi, vous sentez engourdi, vous sentez ralenti, vous avez du mal à penser, et vous direz « je suis fatigué ». Et en fait, ce mot fatigue, il ne va pas pouvoir transmettre la réalité de ce que vous vivez, et le langage est relativement pauvre pour l'expliquer d'une autre manière. Donc vous voyez, déjà, il y a une première barrière à la communication, c'est qu'on n'a pas appris à décrire nos sensations. On n'en parle pas forcément, on n'a pas l'habitude de se concentrer là-dessus. Alors forcément, quand on tombe malade, on les ressent bien sûr, et on a envie de les communiquer, on a envie d'expliquer, et pour les besoins de notre suivi médical, on doit les expliquer. Mais pour les décrire réellement à quelqu'un, on a cette barrière des mots, sur comment expliquer ce qu'on ressent, alors qu'on n'a pas forcément le langage, on n'a pas forcément pris l'habitude de communiquer à ce niveau. Un autre frein à cette communication, qui sera donc mon troisième point, c'est qu'on ne transmet pas juste la sensation de ce qu'on vit, en tout cas la description de ce qu'on ressent, mais que quand on va communiquer avec quelqu'un, ce qu'on va communiquer dans nos mots va être empreint également de notre perception de la situation. Alors je m'explique. Donc on a dit que premièrement c'était compliqué parce que la personne ne pourra jamais ressentir ce que vous vivez réellement dans votre corps, et que même, a priori, avec la meilleure volonté du monde de la personne en face, pour comprendre le langage, pour le décrire, on est déjà très limité. Et qu'en plus, et ça c'est donc ce troisième point, lorsque vous allez expliquer la maladie, lorsque vous allez expliquer les symptômes, lorsque vous allez dire vos besoins, vous ne pourrez pas vous défaire de votre perception, vous ne pourrez pas vous défaire de votre histoire, de comment vous vivez cette maladie au fond de vous-même. Parce que cette sensation, pour arriver à votre conscience, elle va passer dans votre cerveau à travers ce qu'on appelle un filtre perceptif qui va l'analyser. En fait, il va définir, si vous voulez, si cette information, elle doit être inhibée ou elle doit être portée à votre conscience. Donc il va définir justement si cette sensation, ça vaut le coup de donner l'information à votre conscience qu'elle est là. Et dans ce cas-là, pour pouvoir vraiment la mettre en sens dans votre histoire personnelle, votre cerveau supérieur, il va l'intégrer à ce qu'on appelle votre récit narratif. C'est-à-dire à qui vous êtes, à ce que vous savez de la vie, à ce que vous savez de la maladie, à ce que vous savez de vos croyances. Quand on communique avec quelqu'un, quand on échange avec quelqu'un, il est très compliqué de ne parler que de ses sensations et de ne pas mettre un filtre, de ne pas mettre une histoire à côté de ça. On peut le faire bien sûr quand on est dans un rendez-vous avec un médecin, on explique exactement ce qu'on ressent, mais le plus souvent, quand on communique avec son entourage,
on va connoter tout ça de notre histoire personnelle. Parce que quand on communique, on n'est jamais, ou alors vraiment très rarement, objectif. On ne peut pas communiquer en dehors de qui on est, de notre histoire, de nos difficultés passées et du moment, de notre parcours de vie, de nos croyances. Et ça va déjà impacter ce qu'on va dire à la personne avec qui on communique dans notre entourage. Et ça va également être en plus, et ça je le rajoute juste rapidement, impacté par aussi tout notre langage non verbal qui va dire des choses qui peut-être ne vont pas être perçues consciemment par l'autre personne, mais qui inconsciemment vont également rentrer en résonance avec la personne en face de nous. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses, beaucoup de paramètres déjà rien que du côté émetteur, c'est-à-dire rien que de vous, c'est-à-dire que vos sensations, c'est compliqué de les nommer parce qu'on n'a pas appris à les nommer, et quand vous allez le communiquer, vous allez avoir tout un langage narratif qui va se rajouter à cette sensation, et vous allez en plus avoir tout votre langage non verbal qui va être perçu par la personne avec qui vous communiquez. Et le dernier point, le dernier frein, selon moi, à ce que l'autre puisse vous comprendre, c'est comment l'autre va recevoir ce que vous lui dites, par le prisme de lui aussi ses propres filtres et de sa propre subjectivité. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, concrètement, il ne peut comprendre votre histoire, il ne peut comprendre ce que vous partagez qu'au regard de ce qu'il sait déjà, de ce qu'il croit déjà, et de son histoire à lui. En fait, personne n'est une page vierge, et la façon dont on va entendre le récit de quelqu'un, dont on va l'intégrer à l'intérieur de soi, dont on va accéder au message qui est reçu, il va être différent en fonction de notre propre subjectivité. Alors, je pense que vous en avez déjà entendu parler, des fameux biais cognitifs, mais en fait, on a tous des biais cognitifs qui sont là dans notre cerveau pour justement pouvoir alléger la charge de travail énergétique nécessaire pour traiter toutes les informations, parce qu'on est bombardé toute la journée, aussi bien d'informations de nos sens, mais d'informations extérieures, et le cerveau, il fait un travail de filtre, de tri, d'organisation des informations. Et il fait aussi un travail où il va cacher certaines informations à notre conscience, c'est-à-dire qu'elles sont perçues, mais elles ne sont pas perçues consciemment. Ça se passe beaucoup dans la communication. C'est-à-dire que dans une conversation, vous allez finalement, en fonction de la personne, en fonction de la situation, en fonction de vos propres croyances, en fonction de votre vision du monde, en fonction du contexte, en fonction de l'engagement affectif émotionnel que vous avez avec cette personne, ne captez que des brides de conversation. C'est pour ça que quelquefois, vous dites « mais j'ai dit déjà 15 000 fois à mon conjoint que j'aurais besoin de ça ». Il ne l'entend pas, et pourtant lui-même vous donne l'impression qu'il a envie de vous aider et qu'il est de très bonne volonté pour vous aider. Et vous vous dites « mais pourquoi j'ai beau lui dire ?» Ça ne rentre pas finalement dans son cerveau. C'est tout simplement parce qu'il y a, entre l'information que vous émettez et la façon dont elle est reçue, il y a tout un processus qui fait qu'elle va être plus ou moins bien intégrée et qu'elle va plus ou moins s'ancrer en mémoire ou qu'elle va être oubliée rapidement. Donc vous voyez que déjà, quand l'autre est, disons, aidant, quand il est à l'écoute, même quand il veut vous aider, c'est déjà complexe de se faire comprendre, et que même si la personne, elle veut vraiment, vraiment vous soutenir et vous aider, il se peut que vous sentiez seul quand même, parce qu'elle ne sera peut-être pas, pour toutes les raisons que j'ai évoquées précédemment, en mesure d'identifier vos besoins et de vraiment comprendre ce que vous vivez. Alors, rassurez-vous, cependant, je vous expliquerai dans le prochain épisode ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez mettre en place pour mieux communiquer, être mieux compris et dépasser en partie ces freins. Là, je voulais vraiment juste déjà vous faire prendre conscience de tous ces aspects pour que vous n'ayez pas de rancœur excessive quelquefois sur votre entourage, alors que tout simplement il y a d'autres mécanismes qui rentrent en compte et qui font que le message n'a pas été reçu pour plein d'autres raisons. Donc là, j'ai évoqué le cas de quelqu'un qui essaierait réellement, sincèrement d'être là pour vous. Mais je vous avais dit dans l'introduction, qu'est-ce qui se passe pour les personnes, toutes ces personnes qui, malgré le fait qu'elles disent qu'elles vous aiment, changent totalement de comportement dès lors où vous êtes tombé malade. Tous ces amis qui peut-être vous abandonnent, qui ne prennent plus de nouvelles, tous ces conjoints qui continuent à fonctionner comme avant finalement et à pas forcément vous aider, à vous laisser autant de charges, de choses à faire alors que vous n'êtes plus en capacité, comme s'ils ne voyaient pas vos limitations. Ou pire, tous ces gens qui portent des jugements et qui vont finalement vous faire ressentir de la colère, de la frustration, voire de la culpabilité de ne pas réussir à faire les choses ou à être comme avant, et qui vont finalement vous blâmer pour quelque chose qui n'est pas de votre faute.
Donc là, à ce niveau-là, j'ai ciblé 2 aspects dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui et qui expliquent en partie ce qu'il se passe chez ces personnes-là. Donc le premier point que j'avais envie d'aborder avec vous aujourd'hui, c'est qu'en fait, ces personnes que vous pensez égoïstes, que vous pensez vraiment malveillantes, souvent, je ne dis pas tout le temps parce que c'est propre à chacun, mais beaucoup d'entre eux sont en train finalement de mettre en place un mécanisme de protection quand elles agissent ainsi. Alors vous allez me dire, mais oui, mais se protéger de quoi, puisque finalement, c'est pas elle qui souffre, c'est moi qui ai la maladie. Pour vous expliquer, il est possible qu'au moment où vous avez discuté avec ces personnes, que vous avez partagé vos difficultés, qu'il se soit mis en place finalement chez cette personne et de façon tout à fait inconsciente, des mécanismes de défense. Alors moi je préfère parler de mécanismes de protection, mais c'est finalement la même chose. Ce sont des mécanismes inconscients qui se mettent en place dès lors qu'on perçoit, enfin que notre cerveau perçoit dans le discours de l'autre, dans une situation, une menace potentielle. Vous allez me dire, en quoi le fait que je partage mes difficultés, que cette personne se sent menacée? Alors ça peut venir de raisons très très différentes en fonction de chacun, c'est vraiment propre à chacun, à son parcours, les déclencheurs sont différents chez chacun, en fonction de ce qui a été vécu dans le passé, de comment on s'est construit, de nos croyances, aussi du lien affectif que la personne a avec vous. Et puis ne nions pas en fonction de son niveau d'empathie, de sensibilité, de ce qu'elle vit actuellement dans sa vie, également de comment votre discours, vos problèmes de santé vont impacter sa vie et vont lui demander de se réorganiser au quotidien, je pense plus particulièrement au conjoint. En fonction de tout ça, le cerveau il peut lancer chez eux un espèce de signal d'alerte danger, parce que, par exemple, ce que vous vivez va menacer, va remettre en question toutes leurs croyances. Peut-être que cette personne, par exemple, elle s'est toujours sentie en sécurité, parce que ce qui la maintient en sécurité, c'est de se dire « quand on veut, on peut ». Elle s'est peut-être construite là-dessus. Ou sur « si on a une bonne hygiène de vie, on est en bonne santé ». Et dans cette idée, ces personnes-là sont maintenues en sécurité du fait que ça ne peut pas m'arriver puisque moi, j'ai une bonne hygiène de vie, ça ne peut pas arriver puisque moi, j'ai de la volonté, ça ne peut pas arriver, autre exemple, parce que moi, c'est certain, je suis spirituellement avancée, ou j'ai fait beaucoup de travail personnel, j'ai fait beaucoup de travail sur moi, dans le développement personnel, parce que je pense positif, et bref, il y aurait tellement d'exemples, mais je pense que vous avez compris le principe. L'idée, c'est qu'en fait, ça va les menacer parce que vous contredisez leurs croyances. Vous contredisez le fait que peut-être vous êtes quelqu'un qui avait une bonne hygiène de vie, vous êtes quelqu'un qui était plutôt positif, plutôt sociable, tout allait bien dans votre vie, et pour autant, vous êtes quand même malade. Et là, d'un coup, ça remet en question toute leur vision de la vie. Donc là, à ce moment-là, quand il y a un événement qui va contredire une de nos croyances, il y a 2 possibilités. Soit la personne, elle va revoir ses croyances et sa vision de la vie, et elle va changer, soit elle va trouver finalement une nouvelle croyance pour légitimer, vous savez, c'est oui mais, que du coup, non, sa croyance était quand même bonne parce que là, vous, oui mais, et c'est là où la personne va émettre un jugement, va émettre un conseil, va émettre peut-être un rejet de vos difficultés. Et en fait, elle sera juste en train d'essayer de légitimer, alors on est d'accord, de manière inconsciente, le fait qu'à elle, ça ne peut pas arriver parce que ça l'a mis dans une situation d'insécurité. Le travail du cerveau, c'est de garder la personne en sécurité. Donc c'est beaucoup plus sécurisant pour lui de changer sa perception de vous, de votre situation, de se raconter une histoire sur pourquoi ça vous arrive à vous et qu'est-ce que vous avez fait de mal, et d'émettre un jugement, que de changer ses croyances profondes que la personne a répétées des milliers de fois et qu'ont guidé peut-être tous ses choix, toutes ses actions depuis de très nombreuses années. Donc ça, c'est le premier aspect, c'est que souvent, il y a un mécanisme de protection inconscient qui se met en place quand la personne émet un jugement, quand la personne émet une critique sur ce que vous êtes en train de vivre et essaye de vous remettre vous en question. Le deuxième aspect dont j'avais envie de vous parler, c'est que dans la communication, dans l'écoute, écouter réellement l'autre sans réagir à ce qu'il nous dit, sans essayer de donner un conseil, sans essayer de guider, de contrôler ce qu'il dit ou de ramener la conversation à soi, c'est extrêmement coûteux, énergétiquement parlant. Et ça a été montré dans de nombreuses études en neurosciences,
parce que le cerveau est câblé ainsi, le fait d'écouter sans réagir, sans conseiller, sans juger, sans ramener la conversation à soi, sur sa propre histoire, ça demande vraiment un effort conscient pour inhiber toutes les pensées qui vont se présenter. Ce souhait tout le temps du mental de résoudre le problème de l'autre, ou de le juger, ou de le catégoriser, etc., etc. Et en vrai, c'est presque plus dû au fonctionnement du cerveau qu'à un trait de personnalité. Parce que souvent, on va se dire, la personne, elle est pas empathique, elle est égoïste, elle me parle d'elle, etc., etc. Mais en fait, en réalité, c'est que ça demande un effort beaucoup plus important d'être dans une écoute sans réagir. Parce que c'est extrêmement coûteux en ressources attentionnelles et que notre stock de ressources attentionnelles, de ce sur quoi on peut se concentrer, est limité. Et notre capacité à nous concentrer dans une conversation, il y a même eu plusieurs études qui ont montré qu'une conversation, de suivre une conversation sans être interrompue par l'autre qui réagit, on est en moyenne à 8 secondes. Alors, je ne sais pas si vous imaginez 8 secondes, le peu de temps que ça vous laisse pour vraiment communiquer ce que vous vivez. Ça peut paraître fou, mais essayez la prochaine fois que vous échangerez avec quelqu'un. Voyez combien de temps vous tenez en étant vraiment concentré sur ce qu'il ou elle vous dit, sans avoir envie de parler d'autre chose, ou de rassurer la personne, ou de la conseiller, ou de ramener le sujet sur autre chose, peut-être sur une expérience que vous avez vécue, et vous risquez d'être surpris. Rapidement, votre attention s'effondre et vous partez à penser à autre chose. Donc imaginez en plus quand vous allez partager à l'autre votre histoire, votre vécu, vos difficultés, et que ça va résonner en plus en lui en activant des mécanismes de protection, parce qu'inconsciemment il se sent menacé, que son identité se sent menacée, que sa routine de vie est menacée. Là, vous avez vraiment le combo parfait pour qu'une personne vous sorte un jugement, juge votre personnalité, juge votre manque de volonté, vous conseille de faire ci ou de faire ça, ou malheureusement, si c'est un ami, qui vous rappelle plus forcément. Et en réalité, s'il agit ainsi, c'est pas forcément contre vous. En fait, s'il agit ainsi, c'est en premier lieu pour lui, pour se rassurer, pour se sécuriser. Et sa façon d'agir ou de réagir avec vous, c'est plus une manière de lui se garder ou elle se garder en sécurité. Et je le répète, c'est vraiment inconscient. La personne croit réellement ce qu'elle vous dit, malheureusement, mais ce n'est pas contre vous. Ce n'est pas contre votre personnalité, contre qui vous êtes, c'est vraiment un effet collatéral finalement qui va vous faire souffrir. Et en réalité, ça n'a pas vraiment de lien avec qui vous êtes en tant que personne ou avec vos capacités. Ça a même rarement à voir à ce moment-là. C'est plus ce que vous représentez comme menace, danger en fonction de ce que vous exprimez, de ce que vous vivez, de la manière dont ça va perturber, ça va résonner, ça va bousculer cette personne dans sa manière de voir sa vie et en fonction peut-être même sa vision du monde en général. Donc là, je vous ai parlé de plein de choses dans cet épisode. J'avais vraiment envie que vous ayez une vision globale de ce qui se passe quand on essaye de communiquer nos difficultés, quand on vit avec une maladie chronique, et de pourquoi, quelquefois, les réactions des autres sont aussi surprenantes. Et dans le prochain épisode, comme je vous ai déjà dit, on parlera plus de vous, de pourquoi vous avez ce besoin d'être compris, et je vous donnerai des éléments pour comprendre ce qui se passe en vous, et surtout des pistes pour savoir justement comment vous aider au mieux en agissant sur ce qui est à votre portée, c'est-à-dire vous, et pour mieux vivre cette situation. Je vous dis donc à très bientôt pour le prochain épisode. Prenez soin de vous. Voilà, c'est fini pour ce 10e épisode de Soigne-toi. J'espère qu'il vous aura plu et surtout qu'il vous aura apporté quelques clés pour mieux comprendre les réactions de votre entourage. Si cet épisode a pu vous aider, n'hésitez pas à le partager pour le faire connaître à d'autres et à mettre un commentaire ou tout simplement un petit j'aime si vous m'écoutez sur YouTube. Ceci permettra à d'autres de le connaître par le biais d'un meilleur référencement. Je vous dis à très très bientôt pour le prochain épisode qui sera donc également centré sur l'entourage. Au revoir.